Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités, les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous ISR, investissement durable ou investissement à impact de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous poserons la question de la place du label Greenfin, déjà de la promesse du label Greenfin, mais ensuite de la place qu'il occupe aujourd'hui et qu'il pourrait occuper demain dans un contexte de réforme d'un certain nombre de labels sur le sol français, avec en premier lieu la réforme à venir du label ISR, mais de manière plus générale aussi au niveau européen en matière d'évolution de la réglementation sur ces sujets-là. Pour en discuter, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Manon Cognard, chargée de mission Finances Durables au sein du Bureau Finances Vertes et RSE du ministère de la Transition écologique. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux produits structurés. Nous nous poserons la question de l'investissement dans les produits structurés dans le contexte de marché actuel. On se demandera comment aborder ces produits indexés sur les marchés actions mais aussi obligataires dans un contexte de flambée justement des taux obligataires et de baisse des marchés actions. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant Guillaume Dumans, le cofondateur de 50, mais aussi Sébastien David, directeur de la gestion privée chez Forward Patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec Investir responsable, le rendez-vous ISR, investissement durable ou investissement à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur le label Greenfin. Le label Greenfin aujourd'hui, mais sa place dans l'écosystème de labels et de réglementation demain. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Manon Cognard, chargée de mission Finances Durables au bureau Finances Vertes et RSE du ministère de la Transition écologique. Bonjour Manon Cognard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, je le disais en introduction, on va essayer de comprendre quelle sera la place demain du label Greenfin. Mais pour comprendre la place demain, on va peut-être se poser la question de sa promesse aujourd'hui et depuis sa création. Le label Greenfin, c'est un label qui a été créé par le ministère de la Transition écologique et qui, contrairement à d'autres labels ou au label ISR, s'intéresse exclusivement aux thématiques de transition écologique et d'environnement. Tout à fait. Donc, le label Greenfin qui a été créé en 2015 au moment de la COP21. Donc, c'était le premier label d'État de finances vertes. D'accord. Oui. Et en effet, donc, c'est un label qui vise à labelliser les fonds d'investissement verts, donc, qui garantit la performance environnementale et la qualité verte des fonds d'investissement. D'accord. Donc sur les critères ESG qui peuvent être régulièrement utilisés pour labelliser, là on est vraiment sur le E on laisse de côté le S et le G. Ça ne veut pas dire que les investissements n'y font pas attention, mais on se concentre vraiment sur le E de ESG. Tout à fait. Et on le verra plus tard, le label ISR en effet s'occupe du S et du G. Mais donc voilà, le label Greenfin est assez reconnu pour ses exigences notamment. On parle, c'est vrai, souvent de label vert foncé, puisqu'il a donc une double exigence. Il va demander aux fonds d'investissement de respecter un seuil minimum de parts vertes et d'exclure certains types d'activités que sont par exemple les énergies fossiles. D'accord, donc on est effectivement, contrairement au label ISR, sur une politique d'exclusion quand on parle de label Greenfin pour le coup. Exactement, c'est ce qui fait la différence entre Greenfin et ISR en particulier. Combien de fonds ou d'entreprises, d'entreprises d'investissement labellisées avec Greenfin aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous avons 85 fonds labellisés pour 31 milliards d'euros. D'accord. Oui. Et c'est vrai qu'on observe une croissance des fonds labellisés, puisqu'en 2019, pour vous donner une idée, le label Greenfin avait 33 fonds labellisés, et ça s'explique notamment. Donc le label Greenfin s'inscrit dans les dispositions de la loi Pacte, qui vise à orienter l'épargne vers des investissements verts, responsables et solidaires. Et donc voilà, depuis le vote de la loi Pacte, on observe une croissance des fonds labellisés. Greenfin. Alors on va évoquer dans un instant effectivement l'évolution des labels à venir, mais ça nous fait la transition, c'est que
aujourd'hui, on est en pleine période d'élections encore législatives. Il y a eu les élections présidentielles. Mais même au-delà de ça, quand on lit l'actualité, on a pris conscience du dernier rapport du GIEC qui nous explique qu'il ne reste plus que 3 ans avant de se retrouver dans une situation d'avoir atteint un point de non-retour, notamment sur ces sujets climatiques. Est-ce que les sujets environnementaux doivent devenir la priorité numéro 1 quand on parle d'investissement responsable au sein des entreprises? Est-ce que vous le constatez d'ailleurs en matière de volonté de labellisation ou de volonté des fonds d'investissement? Alors c'est vrai que, voilà, comme je vous ai expliqué, on a vraiment une croissance des fonds labellisés, une volonté et aussi, disons que les entreprises et les fonds d'investissement vont suivre les réglementations européennes et nationales. Donc ça passe d'abord par la réglementation. Ça passe en partie par la réglementation, ça passe aussi par des épargnants et des consommateurs de plus en plus sensibilisés. Et puis, voilà, une prise de conscience aussi des entreprises. Mais voilà, tout le monde suit ce mouvement. Donc c'est vrai que les entreprises, notamment, sont amenées à intégrer les enjeux environnementaux dans leur business model. Et c'est là où la finance verte a un rôle important à jouer et peut être un levier puissant. Puisque donc, avec les réglementations sur le reporting extra-financier des acteurs de marché et les labels existants, l'idée est d'apporter une plus grande transparence, une information claire et lisible pour les épargnants afin qu'ils puissent s'orienter vers des produits véritablement verts, durables, responsables, qui intègrent dans leur portefeuille donc, des entreprises engagées. C'est ça, donc on rappelle d'ailleurs, parce que là on fait le lien entre réglementation et épargnant, quand on réalise un label, quand on appose un label, qu'il soit Greenfin, ISR ou autre, sur un fonds, la cible, c'est l'épargnant final qui puisse dire ça correspond à mes valeurs ou ça ne correspond pas à mes valeurs. C'est à l'épargnant final qu'on s'adresse. Tout à fait. C'est à l'épargnant final. L'idée, c'est voilà, que l'épargnant ait confiance en ce label. D'accord. Et que voilà, il puisse distinguer tel ou tel type de label pour savoir où est-ce qu'il veut orienter. Et alors justement, en matière de confiance vis-à-vis des labels ou de la réglementation, il y a eu un certain nombre de sujets, notamment une certaine idée de flou vis-à-vis de la compréhension de ce qu'était un investissement responsable ou ce qui ne l'était pas, d'où l'évolution d'ailleurs à venir du label ISR et d'où les discussions au niveau européen. Donc on essaye un peu de comprendre ce que sera demain l'investissement responsable et qui labellisera quoi. Est-ce qu'il y aura une uniformisation au niveau français, au niveau européen? Est-ce qu'il y aura une uniformisation des labels au niveau français? Le label ISR est en train d'être, via des discussions effectivement pour le faire évoluer. Et on parle d'un label qui pourrait se décliner en sous-branches, avec notamment une branche environnementale, une branche sociale, une branche gouvernance. Et on entend également des discussions entre ministère de l'économie et des finances et ministère de la transition écologique où le label Greenfin pourrait justement prendre ce rôle de sous-label ISR spécialisé environnement. Je ne sais pas si je l'appelle, si c'est le bon terme, mais en tout cas pour donner un petit peu l'idée des discussions aujourd'hui, c'est effectivement dans ce sens que vont les discussions? Alors c'est vrai que l'objectif est d'harmoniser le paysage des labels, puisque aujourd'hui nous avons d'un côté le label ISR et d'un côté le label Greenfin. Et c'est vrai qu'il y a toujours un travail de pédagogie à faire auprès des épargnants pour qu'ils puissent bien comprendre l'objectif et la différence d'objectif entre ces deux labels. Et on sent que parfois c'est source de confusion. Donc c'est vrai que le ministère de l'économie et des finances a annoncé l'an dernier la réforme du label ISR pour revoir ses exigences et pour harmoniser le paysage des labels. Et en effet, le label Greenfin pourrait s'intégrer dans ces travaux. Donc voilà, à voir quelle forme ça prendra. La présidente du comité du label ISR parle de socle commun ISR avec des thématiques, des branches, des étoiles. Voilà, on ne sait pas encore quelle structure ce socle aura, mais en effet, l'idée, ce serait d'harmoniser, d'insérer Greenfin dans ses réflexions afin d'avoir l'épargnant une meilleure visibilité. Une meilleure visibilité, une meilleure compréhension des labels. Donc on ne sait pas si ça prendra la forme que j'évoquais, mais en tout cas, il y a des discussions en ce sens aujourd'hui, ou en tout cas en cours aujourd'hui. Ça, c'est au niveau français. Au niveau européen, il y a une réglementation qui évolue également, qui impose notamment un certain nombre de données à publier au sein des entreprises ou pour les fonds d'investissement. Est-ce que là aussi, il faut prendre en compte les différences nationales sur le sol européen? Là, on va parler du sol français, mais il y a des
labels sur tous les territoires européens. Est-ce que là aussi, il faut s'attendre à une harmonisation à venir ou se poser la question de la place du label Greenfin, voire potentiellement demain d'un label harmonisé vis-à-vis d'une réglementation européenne ? Alors aujourd'hui, il n'existe pas de label européen Oui. pour l'ensemble de... Il y a des labels européens. Il y a des labels européens, comme vous dites, tout à fait, qui, eux, commencent à... Voilà, ils ont les mêmes réflexions que nous. Certains ont déjà commencé à intégrer les réglementations dans leur référentiel. Voilà. Après, certains sont davantage portés sur le vert et d'autres davantage portés sur le SG. Mais on est en attente d'un écolabel européen pour les produits financiers, donc comme il en existe pour les produits ménagers, mais pour les produits financiers, donc qui est attendu dans les mois à venir. Et c'est vrai que cet écolabel européen, donc, qui s'intéresse uniquement au volet E, environnement, et la Commission européenne s'est notamment inspirée du label Greenfin pour construire cet écolabel européen. Donc, il a une approche similaire avec une part verte et des exclusions. Donc voilà, une fois l'écolabel européen publié, la question est qu'est-ce que va devenir Greenfin ? Est-ce qu'il sera abandonné et intégré dans l'écolabel ? Voilà, c'est des discussions qui sont en cours. Et on attend aussi que l'écolabel soit existant et opérationnel. Bien sûr, pour comprendre un petit peu comment tout ça va... Mais c'est vrai que quand on se met à la place de l'épargnant, on peut se dire... mais finalement, quel est l'indicateur que je dois prendre en compte s'il y a plusieurs initiatives similaires pour labelliser tel ou tel fonds et est-ce que, ça c'est côté épargnant, puis on peut se dire, s'il y a trop de labels, est-ce que l'entreprise ne va pas choisir celle qui lui donne la meilleure image avec le minimum d'investissement en matière justement d'environnement ou de RSE ? Alors, on peut prendre le label qui donne la meilleure image, mais ce n'est pas forcément le plus facile à obtenir. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est vrai que l'idée est d'éviter un foisonnement des labels, donc aussi avoir le lien entre l'écolabel et le socle commun ISR qui est proposé. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de faciliter la compréhension des épargnants et que le lien soit le plus simple possible et le plus compréhensible possible. Mais c'est vrai, tant que l'écolabel n'est pas encore existant, il est difficile de mener ces réflexions et d'affiner ces réflexions. Donc pour l'instant, effectivement, si je comprends bien, on mène des discussions sur les deux fronts, on essaye de comprendre comment évolue l'écolabel. Bon, si je comprends bien, et comme il a été inspiré du label Greenfin, globalement, il ne faudra pas tout revoir demain. C'est déjà une bonne nouvelle. Et ensuite, il y aura une harmonisation certainement un jour, mais l'idée, c'est de comprendre quelle forme ça prendra. Exactement. L'objectif est vraiment cette harmonisation, en tout cas au niveau national. Après, à côté de ça, on peut avoir un écolabel européen. Mais l'idée, c'est d'avoir un lien cohérent entre les deux. Et également, à côté de ça, comme vous l'avez dit, on a des réglementations européennes. Je prends l'exemple de la taxonomie européenne, bien sûr. qui est en cours d'élaboration. Alors, on a déjà un acte délégué climat, donc sur l'adaptation au changement climatique et l'atténuation qui a été adopté. On attend le prochain acte délégué dans les mois à venir sur les 4 autres objectifs environnementaux. Donc aussi le lien entre la taxonomie européenne et le label Greenfin, en attendant les travaux... Et l'écolabel et le label ISR en passant aussi. Alors, l'écolabel devrait directement intégrer la taxonomie européenne, puisque donc, c'est vrai que depuis 2015, il y a eu de nombreuses initiatives, outils qui sont apparus. Donc, l'écolabel intégrerait directement ces nouvelles initiatives, alors que Greenfin, comme il a été créé en 2015, devra progressivement intégrer ces nouvelles réglementations. Et donc, le lien entre la taxonomie verte et la part verte du label Greenfin pourrait être fait dans les mois à venir. Merci beaucoup Manon Cognard d'être venue nous expliquer cela sur le plateau de Smart Patrimoine. Il y a un sujet qu'on n'a pas traité, c'est celui de l'exclusion, mais on y dédiera, je pense, une autre émission complète sur le sujet. Manon Cognard, je rappelle que vous êtes chargée de mission Finances durables au bureau Finances vertes et RSE du ministère de la Transition écologique. Merci beaucoup Manon Cognard. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux produits structurés, un sujet que nous traitons régulièrement dans cette émission. Nous allons tenter de comprendre aujourd'hui comment l'investissement en produits structurés doit être compris et potentiellement réalisé dans le contexte de marché actuel, dans un contexte de marché où la Banque centrale américaine remonte ses taux, où la BCE évoque la possibilité de remonter les siens également en juillet. Alors rien n'est fixé, mais
Christine Lagarde s'est exprimée sur le sujet et évoque une remontée de ces taux après la fin de ces rachats d'actifs à quelques semaines près, ce qui pourrait arriver du coup sur le mois de juillet, dans un contexte toujours où les marchés financiers reculent. On ne va pas tous les citer, mais CAC 40 qui perd environ 13% depuis le début de l'année, le Nasdaq qui perd lui environ 24% depuis le début de l'année, le S&P moins 16% ou le Dow Jones moins 11%, et ce depuis le 1er janvier 2022, et dans un contexte où les taux obligataires, eux, continuent à flamber. Je regardais ce matin donc le taux obligataire US qui était aux alentours de 3%. Autant de questions qui peuvent poser des questions de manière générale sur l'investissement, mais plus particulièrement sur les produits structurés. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Dumont, cofondateur de 50. Bonjour Guillaume Dumont. Bonjour. Et Sébastien David, directeur de la gestion privée chez Forward Patrimoine. Bonjour Sébastien David. Bonjour Nicolas. On va peut-être commencer avec vous Guillaume. C'est pas la première fois que vous venez dans cette émission. Vous nous avez fait un petit peu de pédagogie sur les produits structurés, sur leur fonctionnement. On a bien compris que dans un produit structuré, il y avait des options sur des actions, sur des obligations. Là, on voit des actions qui baissent, on voit des taux de rendement obligataire, en tout cas des rendements obligataires d'État qui montent. On peut se demander si la période est bonne ou mauvaise pour les produits structurés et comment les produits structurés peuvent s'intégrer dans un contexte de marché actuel. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Et vous n'avez pas beaucoup de temps pour y répondre. Vaste programme. On a effectivement deux ingrédients, deux carburants majeurs dans la composition d'un produit structuré, qui est cette partie volatilité, fluctuation, qui va directement jouer sur la partie des options. D'accord. Et une très grosse partie qui est liée sur la partie taux, donc obligataire. Donc quand les taux montent, donc quand les obligations apportent de meilleurs coupons et quand les options, du fait de la volatilité, vont avoir également un niveau de valorisation attractif. C'est les deux ingrédients parfaits pour avoir de belles compositions de produits structurés lorsqu'on va les créer. D'accord, donc ce qui fait peur au marché actions sont les ingrédients parfaits pour... ce qui fait peur ou ce qui est la conséquence de la peur sur les marchés actions sont les ingrédients parfaits pour créer des produits structurés. Exactement. D'accord. Et pour quelle raison? Alors pour quelle raison? C'est que tout simplement, si on regarde juste de manière un peu caricaturale le côté obligataire, une obligation verse un coupon. Si je verse un coupon de 2 et si 3 mois plus tard je verse un coupon de 4, on aura bien compris qu'il est plus intéressant d'attendre le coupon de 4 que le coupon de 2. D'accord. Ce coupon de 4, dans un produit structuré, je ne le touche pas directement. Il est réintégré dans le produit. Mais il va me permettre d'acheter davantage d'options, puisque le structureur, lorsqu'il va concevoir son produit structuré, ces coupons, il va les percevoir directement dans la formule et ainsi il va pouvoir acheter davantage d'options. Donc vu que j'achète davantage d'options, ma formule, la promesse qu'on pourrait dire dans un produit structuré, en tout cas la manière dont il est conçu, va me permettre soit d'offrir des coupons plus attractifs, soit d'offrir des protections plus basses, voire même une garantie totale du capital, comme c'est le cas depuis quelques mois maintenant. Alors ça, c'est donc les produits structurés qu'on aurait créés aujourd'hui. Si jamais j'ai des produits structurés dans mon portefeuille que j'ai achetés au moment où les marchés étaient au plus haut, là, pour le coup, j'ai ce risque de baisse intégré dans mes produits structurés ou ça a au contraire constitué une sorte de matelas défensif? C'est ce qui est avantageux aujourd'hui et désavantageux pour hier. D'accord. Les produits structurés qui ont été lancés hier, malheureusement, eux souffrent de cette hausse des taux, puisque, encore une fois, on est sur un produit qui à la base est obligataire. Et donc, quand les taux montent, la valorisation de mon obligation en instantané, elle, va avoir tendance à baisser. Et pareil pour la partie optionnelle. Donc, si on a des produits en portefeuille qui sont aujourd'hui déjà lancés, on va avoir une valorisation qui baisse. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est des produits qui sont mauvais. Il faut toujours dissocier la valorisation à un instant T du produit structuré par rapport à la protection du capital et par rapport à la maturité de mon produit. Si j'ai une protection du capital à moins 40 ou moins 50, on parlait du CAC qui est à, on va dire, moins 12, mettons moins 15%, si j'ai une protection du capital à moins 40, ce n'est pas parce que ma valorisation instantanée est à moins 25 que je suis en risque sur mon produit. C'est simplement l'illustration d'une valorisation instantanée et non pas le risque réel du produit. Exactement. Effectivement, parce que Sébastien David, donc directeur de la gestion privée chez Forward Patrimoine, l'investissement en produits structurés, c'est un investissement qui dure combien de temps généralement? Alors ça dépend. Effectivement, il y a une échéance, il y a une maturité sur ces produits qui va, sur les produits qu'on lance actuellement, qui va entre 8 et 12 ans. D'accord. Mais l'intérêt en fait sur ces produits, c'est qu'il peut s'arrêter assez rapidement. C'est ce qu'on explique aux investisseurs, parce que ça peut toujours faire peur d'avoir des maturités à 8 ans, 10 ans, 12 ans, on ne sait pas où va aller le marché. Et des variations aussi importantes à 6 mois par exemple. Oui. Voilà, exactement, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui que les cycles sont de plus en plus courts
et qu'en 3 mois, on peut perdre 20-30%, donc ça va extrêmement vite. Donc on n'a pas forcément une bonne visibilité. Effectivement, à 8-10 ans, on ne va pas savoir exactement où va être le marché. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un produit structuré peut s'arrêter assez rapidement? Ça veut dire qu'on peut le racheter, on peut le revendre En fait, le produit, donc effectivement, il dépend d'un couple rendement-risque qui peut être plus intéressant. Donc en ce moment, on a des couples rendement-risque par rapport à ce qui a été dit précédemment qui sont assez intéressants. Et aussi, on a ce qu'on appelle il y a un mécanisme de rappel anticipé sur ces produits. Et en fait, au bout d'1 an, le produit, en fonction de la performance du moteur en fait, qu'on va avoir, de l'indice, de l'action ou de la matière première, peut être rappelé. Donc on va être simple, si on lance un produit aujourd'hui, on se dit, on constate le cours du CAC 40 aujourd'hui, on va dire aux alentours de 6200 points. On se dit, dans 1 an, le produit peut être rappelé si on a une performance positive ou nulle sur cet indice-là. Si on est en dessous, on va continuer et on va voir ce qui va se passer, alors, soit le mois après, soit le trimestre d'après, soit l'année d'après. Alors, mais je pose une question naïve, mais si j'ai un produit structuré indexé sur un CAC 40 qui, 1 an après, a une performance positive, pourquoi est-ce que je voudrais sortir de mon produit structuré? En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on les appelle les fonds à formule. Dans la formule du produit, effectivement, vous allez être remboursé du produit automatiquement par l'émetteur du produit avec une performance. Si on a lancé un produit, par exemple les produits qu'on a lancés récemment, avec 8% de performance par an. Et dans la formule du produit, vous allez être remboursé, vous allez toucher votre capital de départ plus 8%. Effectivement, vous pouvez être peut-être un peu frustré, mais si le CAC 40 a fait 2% et que vous touchez 8%, ça va être intéressant. D'accord, donc ça veut dire que si la promesse n'est pas au rendez-vous, je peux sortir avec mes 8%. La promesse, en fait, c'est que il y a différentes formules en fait sur les produits, mais c'est très généralement, en fait, c'est cette formule. C'est si on a une performance positive ou nulle sur le sous-jacent, le produit va être automatiquement remboursé. Et donc, historiquement, on avait des possibilités de rappel annuels. Donc, en fait, tous les ans, on avait la possibilité d'être rappelé. Donc, si, par exemple... À la demande de l'investisseur. Pas à la demande de l'investisseur. C'est dans la formule du produit. D'accord, ok. C'est automatiquement remboursé. L'investisseur n'a rien à faire, en fait, sur le produit. Il choisit le produit, il souscrit au produit, mais si au bout d'1 an, on a une performance positive ou nulle, on est automatiquement rappelé, et donc on est remboursé de son capital de départ, plus la performance sur le produit. Mais ce qui est intéressant sur ces produits, et c'est pour ça qu'on voit une évolution assez importante, parce que tout à l'heure on dit c'est difficile de l'avoir une bonne visibilité sur le marché. Aujourd'hui, on essaye de faire des produits qui soient rappelés le plus facilement possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? La demande, c'est de rappeler un produit le plus rapidement possible, d'avoir cette possibilité-là. C'est ça qui va être intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est là où l'investisseur va pouvoir toucher la performance, le gain, le coupon. Donc le coupon, ça peut être 6. D'accord, 8%. parce que alors, Guillaume Dumont, je vous pose la question à vous, comme ça, pour essayer d'équilibrer un peu le temps de parole, mais en fait, la crainte, c'est de devoir toucher sa performance sur le long terme et pas sur le court terme, parce que moi, j'aurais tendance à penser que, en fait, on n'est pas sur 8% par an, on est 8% une seule fois, c'est ça ? Parce que pourquoi est-ce qu'on voudrait arrêter un produit qui marche bien avant la fin ? Ce qu'il y a en fait d'assez intéressant et passionnant, et je pense que c'est pour ça qu'on aime beaucoup ces solutions avec Sébastien, c'est qu'on a des produits qui sont autodéterminés en termes de fonctionnement. D'accord, au départ. On connaît les règles de départ. Et donc pour l'investisseur, ce n'est pas je vais avoir l'aléa d'un bon gérant ou d'un mauvais gérant sur une classe d'actifs plus traditionnelle, c'est je sais que si mon CAC 40 progresse, je vais avoir une performance de 8 en première année, 16 la deuxième année, 24 la troisième année, etc. Donc ça, c'est écrit dès le départ. C'est écrit dès le départ. Donc c'est un engagement de l'émetteur du produit. Exactement. D'accord. Et donc c'est la contrepartie d'accepter qu'un investissement puisse durer 10 ans, c'est qu'il puisse sortir au bout d'1 an avec un coupon de 8%, même si le CAC 40 a fait effectivement peut-être plus 10 et non pas plus 8, mais aussi ce qu'on évoquait, qui peut être le cas, qui s'est notamment déroulé 2020, 2021, 2019-2020, où on avait certains marchés où on avait fait juste 0,1%, 2%, et où là, l'investisseur avait gagné une performance supérieure à ce que le marché aurait pu lui offrir. D'accord, mais il peut décider de rester du coup pour viser les 16% l'année d'après ? Non, ça c'est pas possible. C'est prévu dès le départ, d'accord. Là, on a un petit exemple, parce que ça a été remboursé la semaine dernière. On avait lancé un produit il y a 2 ans, en avril 2020, sur Orange.
Et donc, c'était au bout d'un an, la performance a été négative. Donc, on est reparti. Pour un an supplémentaire. Alors, c'était pas pour un an, mais c'était chaque trimestre, en fait, on constatait le cours. Et au bout de 2 ans, finalement, le produit a été remboursé et la performance, c'était 8% par an. Donc, les clients ont touché 16%, alors que l'action Orange a fait environ 3%, donc hors dividende, sur cette période. D'accord. Donc, en fait, quand on est investi sur un produit structuré et que le marché baisse, et du coup, on reste investi dessus. C'est là l'avantage, là où on retrouve l'avantage quand même d'avoir une maturité longue, parce que ça nous laisse du temps pour atteindre son objectif. Et si on est remboursé, on n'est jamais mécontent de toucher, d'avoir une performance à 8 ou même à 6% par an dans des marchés qui peuvent être un petit peu difficiles. Mais, et c'est là le grand intérêt des produits structurés, c'est qu'on lance un nouveau en fait. Les clients qui ont été remboursés sur ce produit, on peut tout à fait relancer une nouvelle offre qui va être plus adaptée aux nouvelles conditions de marché et on va pouvoir se repositionner sur ce même type de structure. D'accord. Alors, dites-moi juste si j'ai bien compris, Sébastien. Aujourd'hui, je souscris un produit structuré dans un contexte avec des rendements obligataires qui sont élevés et des marchés qui baissent. Donc, globalement, je vais avoir un produit. Là, à la prochaine échéance, donc que ce soit un trimestre ou une année ou mensuel, les marchés continuent à baisser. Donc, moi, j'aurais investi en action, je perds de l'argent. Là, je suis sur un produit structuré, j'en ai pas encore perdu. J'en ai pas gagné non plus. Ça va évoluer en fait en cours de vie, donc il peut y avoir un impact négatif. Mais vous savez qu'à l'échéance, en fait, la protection, elle est vraiment à l'échéance. À l'échéance, s'il y a une protection à moins 40, ça veut dire que jusqu'à une baisse de moins 40, vous êtes protégé. Ah, il y a une protection à capital, on y reviendra. Et ensuite, tant que ça baisse, finalement, je suis toujours investi sur mon produit. Et le jour où on arrive à une performance nulle ou positive, j'ai la performance décidée à l'avance. Et plus ça dure dans le temps, plus celle-ci, normalement, sera élevée à la sortie. Exactement. D'accord, ok. Bon, c'est effectivement plus clair. Je comprends mieux pourquoi ça a un intérêt dans un contexte actuel d'aller sur ce type de produits selon les stratégies d'investissement. Bien sûr, mais ça reste risqué. Exactement. Bah oui, ça reste risqué parce qu'on a une exposition ça peut être sur une action, sur un indice. Donc évidemment, c'est quelque chose qui peut être risqué. Mais l'avantage de ces produits, c'est qu'on peut ajuster, c'est un petit peu à tiroir, le couple rendement-risque. On peut se dire, là, on va mettre beaucoup de compons parce que je pense que le marché va continuer à augmenter. Ou dans ce contexte actuel, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente les barrières. Plutôt qu'avoir une barrière, une protection en capital jusqu'à moins 30, aujourd'hui, tous les produits qu'on lance, et je pense que c'est la même chose pour les demandes que peut avoir Guillaume, c'est des protections au moins à moins 50. Et alors, justement, Guillaume, il nous reste un petit peu de temps. Ce sujet protection en capital, on connaît ça sur les fonds en euros, on connaît ça qui sont indexés sur des obligations. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des protections en capital sur des produits structurés ? Alors, il y a deux choses. D'une part, dans un produit structuré, le produit structuré étant un produit obligataire, mon obligation, quoi qu'on en dise, est garantie en capital. Alors, qui est le garant ensuite ? C'est toujours le grand sujet. Donc, on a aujourd'hui les principales banques avec lesquelles on va pouvoir... c'est l'obligation de cette banque-là que je détiens dans mon produit structuré. Donc, je suis garanti en capital par la banque en question. Et la deuxième chose, c'est que on le voit aujourd'hui, grâce à ces mouvements sur les taux, d'énormes demandes sur les sujets de trésorerie d'entreprise, avec des produits capital garantis sur des maturités relativement courtes, 2, 3, 4, 5 ans, et qui offrent des rendements supérieurs à ce que les dépôts à terme peuvent offrir ou ce que les SICAV monétaires peuvent offrir. Alors juste, je rebondis sur ce que disait Sébastien, et on finira là-dessus. Quand on parle de capital garanti, c'est pas forcément à 100%, ça dépend aussi du contrat qu'on va avoir lorsqu'on souscrit le produit structuré. Exactement, tout est paramétrable, comme on l'évoquait, Sébastien évoquait ce sujet à tiroir. C'est pareil pour un produit structuré, je peux être garanti à 100%, à 99, 98, 95 ou 90. Ou 50 aussi ou 50, mais en fait, qui étaient des situations auxquelles on avait dû se soustraire, on va dire, les années précédentes, mais qui maintenant, du fait de cette remontée des taux, nous permettent de réoffrir du capital 100% garanti, ce qui, pour certains investisseurs, est clé pour procéder à l'investissement. Et alors, on va devoir s'arrêter là, malheureusement, avec frustration, hein, comme toujours quand on parle des produits structurés. Merci beaucoup, Guillaume Dumont, cofondateur de 50. Merci, Sébastien David, directeur de la gestion privée chez Forward Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.